J'aimerais que vous examiniez ces 4 images. Quelles émotions suscitent-elles en vous? De la joie, de l'anxiété, peut-être de l'incompréhension? Et si je vous dis que derrière chacune de ces images se cache une histoire qui va vous marquer et sûrement même vous terrifier? Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans le récit de 4 événements différents réels, mais qui convergent tous inévitablement vers une tragédie. Ah oui, d'ailleurs faites gaffe à la dernière histoire, car celle-ci pourrait sérieusement perturber votre sommeil. Cette photo a été capturée par une caméra de surveillance le 3 décembre 2012 à 12h30. Il s'agit des derniers instants d'un citoyen new-yorkais, Ki-Suk Han, 58 ans. Seulement quelques minutes plus tard, une autre photo de lui a été prise le montrant sur les rails, en essayant de remonter par tous les moyens. Mais la situation dans laquelle il se trouve lui provoque un tel choc qu'il en devient tétanisé. La rame de métro, arrivant à une trop forte allure, ne parvient pas à freiner assez rapidement et l'irréparable se produit. Alors, que s'est-il passé dans la vie de Ki-Suk Han pour que celle-ci bascule aussi vite? Déjà, qui était-il? De ce que l'on sait, il s'agit d'un père de famille, il était marié depuis 22 ans et avait une femme nommée Semin Han et avait tous deux une fille de 20 ans, Ashley. Ce jour du 3 décembre 2012, comme tous les jours et comme des millions d'autres personnes, Han quitte son domicile pour aller en ville. Il emprunte la bouche de métro située à l'arrêt de la 49e rue et attend patiemment la prochaine rame. Quand soudain, un homme situé à sa droite le pousse violemment sur la voie ferrée. Suite à cette action, le futur criminel s'enfuit par les escaliers et aucun témoin présent ne réagit pour venir en aide à Ki-Suk Han. Le désormais criminel sort de la station mais a été rapidement retrouvé par la police et placé en garde à vue. Naïm Davis, 34 ans, vendeur ambulant. Durant l'interrogatoire, il donne sa version des faits. Il s'engage dans la bouche de métro, descend les escaliers et une fois arrivé au tourniquet, un homme se met brutalement à le saisir par l'épaule et à le menacer de mort. Cet homme, c'était Han et était en réalité sous l'emprise d'alcool. Cela a d'ailleurs été confirmé par les experts, il possédait 3 fois la dose maximale autorisée dans son corps. Tentant d'ignorer la situation, il passe le tourniquet et Han fait de même en continuant les menaces. Arrivé au bout du quai, Davis ordonne à l'homme d'arrêter, mais Han continue jusqu'au point où il l'aurait touché avec sa main. Davis, la colère montant en lui, finit par le pousser avec une telle puissance qu'il en tombe sur les rails. Et s'il n'arrivait pas à remonter, en réalité ce n'était pas à cause de la panique, mais à cause de l'emprise d'alcool qui était trop forte. Davis aurait agi selon lui en légitime défense. Cependant, nous sommes en droit de remettre en question cette affirmation. N'aurait-il pas pu agir autrement, en l'ignorant par exemple ou en le poussant sur les côtés? Ki-Suk Han ne représentait pas une menace forte pour lui, car a priori il n'avait pas d'armes sur lui et objectivement avait moins de force physique que lui. Han n'était pas une véritable menace et il le savait. Un fait supplémentaire qui ne va pas en sa faveur, c'est aussi le fait qu'après le drame, Davis a poursuivi sa journée de manière totalement normale, ce qui montre son extrême indifférence à l'égard de la mort de Han. Pourtant, après 3 semaines de procès, Davis a été déclaré non coupable de tous les chefs d'accusation, autrement dit, il est acquitté. Cela a révolté beaucoup de personnes qui pensaient qu'il aurait pu agir différemment, mais qui à la place a choisi une solution mortelle. Mais ce qui a aussi révolté une partie de la population, c'est cette photo. Prise par un photographe indépendant, ce qui lui est reproché, c'est de ne pas avoir porté secours à Han et d'avoir agi par appât du gain. Mais selon lui, il était justement en train de l'aider. Se sentant physiquement incapable de le secourir, cette photo résultait de sa seule option. Effectivement, tout comme le principe d'appel de phare pour signaler une anomalie routière, le photographe a appuyé une multitude de fois sur le bouton pour déclencher une série de flashs. Cependant, peu de personnes trouvent cette explication crédible. La photo est bien trop cadrée et soignée pour n'être que le fruit du hasard. Que la photo soit volontaire ou non, elle a été publiée par le New York Post et a sûrement dû être lucrative pour son auteur. Et ce qui est intriguant, c'est la formulation qu'ils ont employée pour décrire la situation.
a déclaré M. Abazi, dont l'appareil photo a capturé des images terrifiantes de la lutte de M. Souk pour sauver sa vie. Presque comme si l'appareil photo avait été le seul et unique responsable de la photo et que la seule volonté du photographe était de lui porter secours. Quoi qu'il en soit, Abazi n'était pas seul. Il y avait d'autres témoins et même des témoins plus proches que lui de Han, donc pourquoi personne n'a réagi ? Eh bien, la réponse la plus évidente se nomme l'effet du témoin. Il s'agit d'un phénomène psychologique qui se produit lorsque plusieurs individus sont présents lors d'un danger. Pour faire simple, plus le nombre de témoins est élevé, moins il y a de chances que de l'aide soit apportée. Chaque individu suppose que quelqu'un d'autre prendra l'initiative d'agir, conduisant inéluctablement vers une passivité collective. S'il y a bien des personnes impactées par le décès de Han, c'est bien sa femme et sa fille. C'est notamment durant leur déclaration que l'on en apprend un peu plus à son sujet et ce qui l'a amené à cette situation. Ki-suk Han était un homme d'affaires coréen qui s'était installé à New York il y a 25 ans dans l'espoir d'offrir une vie agréable à sa future femme et à son futur enfant. My dad was always someone who wanted to pursue the American dream and, he really enforced my education and he was just always there for me and it's just devastating that he's gone and I'm still in disbelief. Le temps passe, il prospère de plus en plus dans sa profession, mais en 2010, son entreprise s'est effondrée et depuis, il est à la recherche d'un emploi. Comme si cela n'était pas assez difficile, sa femme est devenue incapable de travailler en raison d'un handicap, ce qui l'a rendu encore plus déterminé à trouver un emploi. L'alcoolisme devient soudainement une explication plausible à sa situation. Il noyait sûrement ses problèmes. La femme de Han a déclaré qu'elle s'était disputée avec lui quelques heures avant les faits et qu'il avait bu dans la matinée. Pour renouer les liens, elle a tenté à maintes reprises de l'appeler sur son téléphone, mais c'était déjà trop tard. Il s'agit donc de l'histoire tragique d'un homme noyé par ses problèmes qui a fini par trouver comme seul échappatoire l'alcool et qui ce jour du 3 décembre 2012 est tombé sur la mauvaise personne au mauvais moment. Qu'il repose en paix. Cette photo, sur laquelle nous constatons un ours au milieu d'une forêt, a été prise par un certain Darsh Patel, un étudiant de 22 ans. Le 21 septembre 2014, accompagné de 3 amis, l'idée leur est venue de partir à l'aventure dans l'Apshawa Preserve, une superbe réserve naturelle localisée dans le New Jersey. Après plusieurs heures à errer dans cette forêt, ils repèrent un ours noir au loin. Ils ne paniquent pas particulièrement puisqu'ils savent que cette espèce est peu agressive envers les humains. De nature craintive, les ours noirs préfèrent en principe rebrousser chemin. Mais ce jour-là, ils ont eu affaire à une exception. Alors que Darsh prend son téléphone et prend en photo l'animal, celui-ci se rapproche de plus en plus. L'ours se situe désormais à 15 mètres du groupe et se montre agressif subitement. En une seconde, une décision a été prise. Chacun prend la fuite dans une direction différente, courant à une vitesse qu'il n'avait jamais atteinte jusqu'alors. Quelques minutes plus tard, alors que la situation semblait s'être apaisée, le groupe se reforme peu à peu. Mais une personne manque à l'appel, Darsh Patel. Ils font tout leur possible pour le localiser, mais dans leur panique, ils perdent totalement leurs repères et ne se souviennent plus d'où ils sont partis. Trouvant finalement la sortie, l'un des amis appelle immédiatement la police qui arrivera quelques minutes plus tard. Est-il parvenu à s'enfuir, mais se serait perdu dans la forêt sans réseau? Ou bien a-t-il subi l'attaque de l'ours? À ce stade, personne ne sait ce qu'est devenu Darsh. Mais comme tout n'est qu'une question de temps, cette énigme trouvera sa réponse 2 heures plus tard. Darsh Patel, 22 ans, est retrouvé face au sol en présence de l'ours se nourrissant de son corps. Les policiers ont pour ordre d'abattre le prédateur, mais cela faisait plus de 2 heures que l'animal avait atteint sa proie. Il est donc évident qu'il n'y a plus d'espoir. Après l'analyse de l'animal, des tissus et des restes humains sont retrouvés dans son estomac, illustrant une scène de violence inégalée. Le téléphone de Darsh sera quant à lui récupéré et dont ses photos ont été extraites et publiées sur internet. Bien que la violence et la tragédie de cet événement soient dévastatrices, surtout pour ses proches, Patel reste un cas rare parmi les attaques d'ours noirs. Effectivement, il s'agit du tout premier cas recensé dans l'histoire du New Jersey, donc si vous en apercevez un, sachez que les probabilités qu'il vous attaque sont extrêmement faibles. Privilégiez simplement le fait de rebrousser chemin calmement
plutôt que de montrer une attitude agressive qui risquerait d'exciter l'animal. Ok, petite interruption dans cette vidéo assez lourde pour vous présenter le partenaire du jour, NordVPN. Si je vous les présente, c'est évidemment parce que j'utilise leur service. Souvent, j'ai besoin de faire des recherches sur des sites étrangers et parfois ils sont inaccessibles en France, donc c'est là que NordVPN entre en jeu. Je me localise donc dans le pays requis, donc ici les États-Unis. Ensuite, je recharge la page et le tour est joué. Plus largement, NordVPN vous protège contre les escrocs du web qui essayent de voler vos données. Les méchants. Et aujourd'hui, NordVPN, c'est bien plus que ça. Ils ont étendu leur capacité au-delà d'un VPN classique. Vous pouvez y ajouter un gestionnaire de mots de passe avec NordPass et un service de stockage sur le cloud sécurisé, NordLocker. Sans oublier les réductions en ligne pour les voyages ou bien certains services bien moins chers à l'étranger, comme le NBA League Pass à 20 € par an en Turquie contre 165 € par an en France. Avec mon lien qui s'affiche à l'écran, vous pouvez bénéficier de 4 mois gratuits et c'est garanti satisfait ou remboursé pendant 30 jours. Alors, pourquoi s'en priver? Encore merci à eux de me soutenir et sur ce, retour à la vidéo. À première vue, cette photo paraît totalement classique. On pourrait s'imaginer qu'il s'agit d'un couple dont l'homme s'est déguisé en Père Noël pour amuser leurs enfants. Mais comme vous vous en doutez, la réalité est bien plus sombre. Dans la nuit du 24 décembre 2008, située dans un quartier résidentiel à proximité de Los Angeles, une maison est en feu. Il ne s'agit nul autre que de la terrible création de Bruce Jeffrey Pardo, l'homme situé à droite de la photo. À 23h30, alors que ses proches fêtent Noël dans la maison familiale, Bruce enfile un déguisement de Père Noël, s'équipe de 4 armes de poing et d'un mystérieux objet emballé dans du papier cadeau. Arrivé au pas de la porte, il toque et commet un massacre sans précédent. Mais alors, qu'est-ce qui a poussé Bruce à agir aussi brutalement tout en étant dénué de toute émotion? Que s'est-il réellement passé dans cette maison durant le réveillon de Noël? Quel objet se trouvait dans cette mystérieuse boîte? Avant de répondre à ces questions, retournons dans le passé. 1988, San Fernando. Bruce Pardo, âgé de 24 ans, vient tout juste de terminer ses études à l'université de l'État de Californie et a décroché un emploi de haute importance. Il est engagé au Jet Propulsion Laboratory, un lieu de construction et d'exploitation de vaisseaux spatiaux sponsorisé par la NASA. Rien que ça. L'année d'après, il trouve l'amour avec une collègue de son travail et se fiance. Mais le jour du mariage, tout ne se passe pas comme prévu. Le 17 juin 1989, le mariage est organisé, plus de 250 personnes étaient invitées, mais Bruce ne s'y est pas présenté. Bien qu'il occupait un poste prestigieux, il manquait d'argent et a décidé de puiser dans les $3000 restants sur le compte commun. Après ça, le couple s'est séparé. Et vous allez voir que cette anecdote est loin d'être anodine pour la suite. 2001, Woodland Hills. Une dizaine d'années plus tard, Bruce, désormais âgé de 37 ans, a retrouvé une nouvelle compagne, Elena Lucano, et ont un enfant depuis 13 mois, Bruce Matthew. Malheureusement, une tragédie touche le jeune couple. Une semaine après le nouvel an, leur fils tombe dans la piscine du foyer pendant que Bruce regardait la télé. Emmenés d'urgence à l'hôpital, ils apprendront que Matthew ne se rétablira jamais complètement. Le couple tente de surmonter l'épreuve, mais de trop nombreuses tensions naissent et les conduisent tout droit au divorce. 2004, Covina. Pardo rencontre cette fois-ci Sylvia Orza, 40 ans, sa future victime. Sylvia est une femme célibataire, possédant 3 enfants, et les amis de Bruce pensent qu'elle est exactement ce dont il a besoin. 2 ans plus tard, le 29 janvier 2006, le couple se marie et concrétise cet événement par l'achat d'une grande maison. Bruce semble enfin mener une vie stable avec sa nouvelle femme et ses enfants. Il devient même actif pour la messe du dimanche à l'église du coin. Mais 1 an plus tard, Bruce deviendra extrêmement froid. La joie qui animait les jeunes mariés avait totalement disparu en un claquement de doigts. La raison ? L'argent. Bruce refuse d'ouvrir un compte commun avec Sylvia, prétextant qu'elle doit utiliser ses propres finances pour s'occuper de ses enfants. Mais ce n'est pas la seule raison. Entre-temps, Sylvia apprend qu'il dissimule son enfant handicapé dont il ne s'occupe pas, mais l'utilise pour réaliser des optimisations fiscales. C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le 7 mars 2008, le couple se sépare. À ce moment-là, personne ne pouvait imaginer ce qu'il se passerait 9 mois plus tard. 13 juin 2008, Burbank. Bruce se rend dans une armurerie et achète une arme de poing. Entre-temps, le 31 juillet, il est licencié de son travail pour avoir facturé des heures frauduleuses et se dit que désormais,
il n'a plus rien à perdre. Une fois par mois, dû à une loi californienne, il va se procurer une nouvelle arme à chaque fois jusqu'en novembre. Il vit désormais à Montrose dans une petite habitation décrite plus tard comme un mini-laboratoire contenant des zones d'expérimentation. Plusieurs armes de poing et l'arme fatale qu'il placera plus tard dans le paquet cadeau. Ce qui montre qu'il prévoit son coup depuis longtemps, c'est également la commande du costume du Père Noël qu'il passe le 8 septembre. Il appelle l'une de ses voisines costumières qui tient un petit atelier et le tour est joué. Nous sommes désormais en novembre, moins de 2 mois avant la date fatidique, et le costume est prêt. Bruce se rend à l'atelier plus impatient que jamais et découvre son déguisement splendide. Son plan se concrétise de plus en plus. Pour ne pas éveiller les soupçons, Bruce agit comme d'habitude. Il installe sa décoration de Noël, continue son activité au sein de la messe et a commandé un déguisement. Rien ne pouvait laisser penser qu'il avait un plan diabolique en tête. Décembre 2008. Quelques semaines avant la date fatidique, Bruce prépare sa fuite. Il se rend alors dans une agence de voyage pour acheter un billet d'avion dans le but de se rendre chez un vieil ami. Ami qui n'a évidemment aucune connaissance de ce qu'il s'apprête à faire. Il doit sûrement s'agir d'une simple visite après les fêtes. Son plan ? Partir à minuit 20, soit 40 minutes après les faits. Un délai express, mais tout ne se passera pas comme il l'avait prévu. La date approche. Nous sommes désormais à une semaine du massacre, mais avant ça, il loue une Dodge Caliber et une Toyota RAV4 pour la suite du plan. H-3. Dans la soirée du 24 décembre 2008, Bruce consomme des substances, sûrement pour se mettre dans un état lui permettant de supporter ses futurs crimes. Quelques dizaines de minutes plus tard, son voisin lui rend visite avec son neveu pour fumer une cigarette et se souhaitent mutuellement de bonnes fêtes. H-1. Pardo enfile son costume, s'équipe de ses armes et monte dans sa Dodge de couleur bleue. Il se dirige à présent vers la maison de ses ex-beaux-parents où il sait qu'il est organisé une grande fête. « 23h20. Le moteur s'arrête, le futur criminel ouvre la portière, saisit son cadeau de Noël et sort de la voiture. Jusqu'à maintenant, rien de plus normal qu'une personne habillée en Père Noël en cette soirée festive. Mais tout deviendra radicalement plus sombre à partir du moment où il se dirige vers la porte d'entrée. L'un des invités l'ouvre quand soudain, sa petite nièce de 8 ans l'aperçoit et se précipite pour lui dire bonjour. Au lieu de l'accueillir bras ouverts, Bruce saisit l'une de ses armes, la pointe en direction de l'enfant et tire. S'ensuit une panique générale, mais le criminel ne se laisse pas déconcentrer. Il continue de tirer à vue dans la foule. Il ouvre ensuite la boîte recouverte de papier cadeau et en saisit le contenu. Un compresseur d'air qu'il avait modifié en y ajoutant un compartiment contenant de l'essence. Il asperge le sol de la maison et y met le feu avant de s'enfuir. L'un des survivants est parvenu à s'échapper et a couru jusqu'à une maison voisine pour appeler les autorités. Le temps que les pompiers et que la police arrivent, les flammes s'élevaient désormais à 15 mètres. C'était un véritable carnage. Très rapidement, Bruce enlève son déguisement, enfile ses vêtements de ville et remonte dans sa voiture. Selon les enquêteurs, la Dodge aurait servi à se rendre au domicile de Nord, l'avocat de son ex-femme, pour l'abattre. Et la Toyota aurait quant à elle servi à se rendre à l'aéroport. Mais il y a un petit problème. Dans l'action, il s'est brûlé grièvement les bras et les jambes. Il n'était donc plus possible de s'enfuir sans éveiller les soupçons. Un long silence planera jusqu'à 3h10, heure à laquelle son frère retrouve un corps inanimé chez lui, reposant sur son canapé avec 2 armes de poing à ses côtés. Bruce s'était tiré une balle dans la bouche. Il n'y a, je pense, aucun mot adéquat pour dépeindre l'horreur absolue de cette nuit du 24 décembre 2008 à Covina. Sylvia et ses parents étaient parmi les personnes décédées, mais leurs corps étaient tellement dégradés qu'ils ont officiellement été déclarés comme disparus. 13 enfants ont survécu face à cet événement, mais il est impossible de concevoir l'effroyable réalité à laquelle ils ont dû faire face lorsqu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient désormais orphelins. Nous sommes en novembre 1986 dans l'état du Massachusetts. 2 sœurs, Tina, 16 ans, et sa petite sœur Cathy, entament une séance de Ouija. Elles souhaitent désespérément entrer en contact avec leur mère décédée quelques mois plus tôt. Après avoir pris leur disposition, elles commencent à poser des questions. Mais la seule réponse qu'elles obtiennent est un silence oppressant.
Cependant, au bout de plusieurs questions, prenant peur, elles mettent fin à la séance et essayent de comprendre ce qu'il vient de leur arriver. Et puis, les jours vont passer, et des choses encore plus étranges vont se manifester, telles que des meubles qui changent de place, la télévision qui change de chaîne toute seule, et de la nourriture qui est consommée pendant leur absence. Mais les événements ne s'arrêtent pas là, puisque d'étranges messages écrits en rouge apparaîtront sur les murs du sous-sol. « Marie-moi, je suis dans ta chambre, viens et trouve-moi ». Les sœurs étaient évidemment terrifiées. Elles font part de ces phénomènes à leur père, Frank, mais ils pensent qu'elles ont du mal à accepter la perte de leur mère, ce qui les pousse à agir ainsi. Mais le 8 décembre 1986, il changera radicalement d'avis. Ce jour-là, les filles rentrent chez elles avec une amie, mais celle-ci découvre avec stupeur d'autres messages sanglants sur les murs. Elles appellent de nouveau leur père, et cette fois-ci, il commence à prendre la situation au sérieux. Parallèlement aux inscriptions sur les murs, les meubles étaient encore plus désorganisés que la dernière fois. Inspectant les moindres recoins de la maison, il finit par arriver au niveau d'un placard. Sa surprise est immense lorsqu'il l'ouvre. Un homme est dissimulé à l'intérieur et tient une hachette. Instantanément, celui-ci sort du placard et parvient à prendre en otage toute la famille, ainsi que l'ami de Tina et Cathy. Il ligote chaque personne et s'enfuit plus loin dans la maison. Heureusement, Tina parvient à se détacher et se précipite chez le voisin pour appeler les autorités. Entrant dans la maison, les policiers retrouvent Frank, Cathy et son ami attachés sains et saufs. Les policiers n'avaient jamais entendu un récit aussi farfelu. Un homme, hachette en main, se cachant dans un placard. Ils exécutent tout de même un contrôle de la maison, examinent chaque pièce mais ne trouvent rien. Pas d'intrus dans le coin. Ils achèvent leur visite en invitant Frank à les contacter en cas de tout autre incident inhabituel. Et celui-ci aura lieu 2 jours plus tard. Frank avait quitté sa maison, mais il y est retourné pour récupérer quelques affaires qu'il avait oubliées. En s'approchant de la porte, quelque chose attire son regard. Une silhouette à travers la fenêtre. Personne n'était censé être présent, alors il a décidé d'appeler la police. En entrant dans la demeure, les agents observent sur le mur de droite un couteau planté dans ce qu'il semble être une photo de famille. Il y est inscrit « Je suis toujours là, venez me trouver ». Après avoir appelé des renforts, la maison est remplie d'agents qui investiguent les lieux. Et de nouveau, ils ne trouvent rien. Enfin, jusqu'à ce que l'un d'eux descende au sous-sol, se rend dans les toilettes, et c'est là qu'il remarque une ouverture dissimulée sur le côté. Cette ouverture conduit à un espace triangulaire, obscur et confiné, où il découvre l'homme qui a terrorisé la famille pendant des semaines. Cet homme, c'est Daniel Laplante, un adolescent de 17 ans. Arrêté, il est envoyé dans un établissement pour mineurs. Mais là, trop de questions submergent. Qui était-il ? Pourquoi a-t-il agi ainsi ? Dans quel but ? Revenons quelques mois en arrière. Tina reçut un appel sur le téléphone fixe de la maison. Elle décrocha et c'était un jeune homme qui se présentait à elle. Un certain Daniel Laplante. Il disait venir du même quartier et que l'un de ses amis lui avait donné son numéro. Tina était comme dubitative. Mais après tout, sa mère était décédée il y a peu, une compagnie supplémentaire ne pouvait pas lui faire de mal. Enfin, c'est ce qu'elle se disait. Plus les jours passaient, plus les appels devenaient récurrents et au bout d'un certain temps, Daniel lui proposa un rendez-vous à la foire du quartier. Rendez-vous qu'elle a accepté. La rencontre ne se passa pas comme prévu. Daniel n'était pas la personne qu'il prétendait être physiquement. De plus, au fur et à mesure de la conversation, Tina se sentait de plus en plus mal à l'aise, car il abordait le sujet de sa mère avec des questions de plus en plus perturbantes. Elle mit alors fin au rendez-vous aussitôt qu'elle le put, et rentre chez elle pensant ne plus jamais le revoir. Et c'est là qu'elle se trompe, puisque Daniel Laplante va plus tard, par une méthode qui reste inconnue, s'introduire dans sa maison, trouver cette cachette secrète permettant de la traumatiser, et traumatiser le reste de sa famille. Pour plus de détails, la cachette était située derrière le mur des toilettes dans un espace triangulaire dans lequel se trouvaient des tuyaux. L'espace était juste assez grand pour être dans une position accroupie. L'ouverture était très étroite, mais apparemment suffisamment grande pour que Daniel s'y faufile. Sachant qu'il n'y a aucune photo de l'intérieur de la maison, il est difficile de se représenter la manière dont l'intrus opérait. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vivait avec la famille plusieurs semaines durant. La journée, quand personne n'était présent, c'était dans ces moments-là qu'il pouvait se nourrir, faire ses besoins
et accessoirement déplacer des meubles et écrire des messages dérangeants sur les murs. Cela peut paraître être un scénario de film d'horreur, les policiers eux-mêmes le relèvent. Tom Lane, le policier qui a trouvé la cachette, s'est exprimé. J'ai constaté que les gens sont fascinés par les faits, réels ou déformés concernant ce qui s'est passé chez les Bowen. Les circonstances se sont déroulées comme un véritable film d'horreur, sauf qu'elles étaient réelles, et que les Bowen ont souffert d'une anxiété et d'un désarroi énorme en les traversant. Ok, malgré le traumatisme que les événements ont causé à la famille Bowen, on peut considérer que tout s'est finalement bien terminé, car il n'y a pas de meurtre et le coupable est maintenant placé sous surveillance. Mais ce n'est pas ici que notre histoire se termine. Daniel ne reste en fait pas très longtemps dans l'établissement pour mineurs, puisqu'il sera libéré en octobre 1987 grâce à la caution de 10 000 $ versée par sa mère. En attendant son procès, il reprend du service en commettant divers cambriolages. Par exemple, le 14 octobre, il parvient à voler 2 armes de poing de calibre 22. Le 16 novembre, il pénètre dans la maison de Priscilla Gustafson, une institutrice enceinte, ainsi que son mari, Andrew, et de leurs 2 enfants, William et Abigail, pendant leur absence. Dans cette maison, il vole quelques objets et déplace subtilement quelques meubles pour laisser des indices de sa présence tout en veillant à ce que cela ne soit pas trop flagrant. Mais c'est le 1er décembre que tout basculera dans l'horreur. Ce jour-là, il décide de s'introduire de nouveau dans la maison des Gustafson. Il récupère quelques objets supplémentaires, mais au bout de quelques minutes, Priscilla et ses 2 enfants sont de retour à la maison. Durant ses premières secondes de réflexion, Daniel cherche à s'enfuir par une fenêtre, mais aussitôt il change d'avis pour un face-à-face. La plante, équipée d'une arme de poing précédemment volée, se rend dans le couloir et menace la famille. Il emmène de force la mère et William dans une chambre, place l'enfant dans le placard et abuse de Priscilla. Il va ensuite l'abattre, puis noyer William dans une salle de bain. Abigail subira le même sort quelques minutes plus tard. En rentrant du travail, Andrew fait une macabre découverte en trouvant sa femme face contre le sol. Pris de panique et craignant de retrouver ses enfants dans un état similaire, il décide de sortir immédiatement et appelle la police. Pendant ce temps, Daniel rentre chez lui et assiste tranquillement à la fête d'anniversaire de sa nièce. Compte tenu de sa récente histoire avec la famille Bowen, Daniel est facilement impliqué dans cette affaire. De plus, des preuves médico-légales de l'agression sont retrouvées à proximité de la maison des victimes, telles qu'une chemise et les gants qui ont servi à noyer les enfants. Le soir même, Daniel Laplante est retrouvé puis interrogé, mais nie toute implication. La police, faute d'analyse ADN disponible à ce moment, n'a pas la possibilité de l'arrêter. Néanmoins, les agents le préviennent qu'ils reviendront le lendemain matin pour un interrogatoire plus approfondi. Cependant, le lendemain, Daniel avait mystérieusement disparu. C'est alors qu'une grande chasse à l'homme débute. Un seul objectif, retrouver Daniel Laplante. Suite à une nouvelle série de cambriolages à Pepperell, des incidents inhabituels sont signalés, indiquant très probablement la présence du meurtrier. Finalement, le 3 décembre, la police découvre Daniel caché dans une benne à ordures. Une fois de plus, l'homme est appréhendé. Cependant, la justice, prenant conscience de son danger considérable, le condamne en 1988 à 3 peines de prison à vie. Mais alors, que l'a-t-il poussé à être ainsi ? À cambrioler des maisons dès l'âge de 15 ans, d'habiter au sein d'un foyer sans que celui-ci ne s'en rende compte, et de tuer de sang-froid de pauvres innocents. Bien qu'aucune justification ne peut excuser de tels actes, il y a tout de même une information le concernant non anodine, c'est le fait qu'il subissait dès sa plus tendre enfance des abus de la part de son père. Alors est-ce que cela explique ces dérives ? Ce qui est sûr, c'est que les abus ont un impact profond sur les personnes qui en sont victimes, mais celles-ci évoluent de manière différente. Et peut-être que Daniel Laplante a évolué du mauvais côté. Heureusement, il est actuellement incarcéré pour une durée encore considérable. En 2017, il avait cherché à obtenir une réduction de peine, mais le juge avait estimé que ses excuses et ses regrets manquaient de sincérité, confirmant ainsi sa condamnation jusqu'en 2033, date à laquelle il pourra soumettre une nouvelle demande. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié le concept, c'est un nouveau concept que j'ai essayé de mettre en place sur la chaîne. Pour tous les nouveaux, si vous aimez bien ce type de contenu un peu mystère,
bah n'hésitez pas à vous abonner. En plus, je vise les 200 000 abonnés avant 2024. Donc si vous voulez m'aider à atteindre cet objectif, bah n'hésitez pas à vous abonner. Juste avant qu'on se quitte, je tenais à remercier Shana, c'est une abonnée qui s'est proposé de me réaliser une toile. D'ailleurs, la voici. Voilà, ça représente une maison de campagne très significative pour moi. Et en plus, j'ai pu tourner quelques vidéos dedans, donc voilà, c'est un peu l'easter egg. Shana, c'est une artiste peintre qui réalise des créations comme celle-ci, donc vous pouvez vous aussi avoir votre toile personnalisée pour, par exemple, immortaliser, comme pour moi, un moment ou un lieu qui vous tient à cœur. D'ailleurs, c'est bientôt Noël, donc si vous voulez offrir un cadeau assez original, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous avez des questions bien précises, bah je vous invite à la contacter directement sur Instagram, et vous avez aussi son site internet pour voir ses autres créations. Encore merci à elle de m'avoir offert cette toile, et je me répète, mais c'est assez parlant pour moi, et je trouve comme ça le fait de mettre à plat un souvenir sous forme de toile, bah c'est assez magique, je sais pas comment dire, mais ça fait remonter plein de souvenirs auxquels je n'avais plus pensé depuis très longtemps. Et ouais, franchement, je peux que vous conseiller de le faire. Sur ce, on arrive à la fin de la vidéo. Encore merci à NordVPN de m'avoir accompagné sur celle-ci. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. A plus.